Les bestioles mystérieuses de la France, qui sont-elles? Pourquoi le cerveau a besoin d'avoir peur d'elles? Quelles histoires se cachent derrière tous ces monstres? Légendes, contes, réalité? Ou alors juste tonton Michel, tu sais, il a fait une blague et juste ça a mal tourné et du coup on y a tous cru. Mais comment tu sais qu'il s'appelle Michel, mon tonton? Je sais tout de toi. C'était le cri de la bête. On part du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui pour voir les histoires des 6 bêtes et créatures qui ont fait le plus flipper les Français à travers le temps. Loïc, dis-le. Yannick! Yeah! L'une des premières bestioles mystérieuses à être répertoriée en France, c'est la bête du cinglé qu'on appelle aussi la bête de Caen. De quand? Maintenant. Ah. Je savais que t'allais réagir à ça, c'était sûr. Elle apparaît pour la première fois dans la forêt de Cinglé le 10 mars 1632. Genre, on a vraiment le jour, on a presque l'heure. Cinglé, c'est à quelques kilomètres au sud de Caen. Et à partir de cette date-là, une quinzaine de personnes se font dévorer en moins d'1 mois. Et là, on se dit, tiens Michel, il se passe quelque chose, je crois. Tu parles de mon oncle? Toujours. Les habitants du village ne parlent que de ça, ils comprennent pas trop et ils se réfugient un peu dans les croyances en imaginant que c'est un démon ou un maléfice qui a été lancé sur tout le village pour les punir de quelque chose. Au mois de juin de l'année suivante, on dénombre une trentaine de nouvelles victimes, donc la bête se nourrit un peu trop au point de vue des habitants qui flippent un peu quand même parce que, rappelons-le, ils se demandent toujours s'il s'agit vraiment d'un animal ou d'une force maléfique qui s'abat sur eux. L'ordre est alors donné de rameuter 5 à 6 000 personnes pour organiser genre une immense battue. Ils réussissent à rassembler environ 3 000 personnes qui ratissent toute la forêt avec un seul objectif, on trouve la bête et on la fume. Attends, mais ils vont la rouler avant? C'est-à-dire Bah pour la fumer. par la fumée. Bah Ouais. 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 Par rapport à la ganja. Et là, et c'est ça qui est surprenant, c'est exactement ce qui se passe. 3 jours plus tard, avec un coup d'arquebuse, la bête du cinglé est tuée, donc elle existait vraiment. En gros, elle a été décrite comme étant un grand dog, une sorte de loup un peu plus long, plus roux, la queue pointue et la croupe plus large que d'habitude. La bête était apparemment hyper agile et hyper rapide, donc rien à voir avec ton oncle Michel du coup. La bête de Benay, l'une des plus meurtrières de l'histoire de France, apparaît 60 ans après celle de Caen et un siècle avant la célèbre bête du Gévaudan qu'on évoquera après tout à l'heure. Elle apparaît pour la première fois en Touraine au mois de février 1693. C'est fou à chaque fois d'avoir les dates comme ça, des récits. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque. Donc un petit clavier. On était dans un petit clavier. Un petit carnet. Un petit carnet, les gens notaient dans un petit carnet. Non mais tu vois, c'est fou hein. C'est intéressant cette vidéo. Tu vas la liker toi? Il y a grand moyen. C'est vrai, moi je vais m'abonner ici. Tac, voilà. Donc en février 1693, le 19 février précisément, on retrouve le corps d'un petit garçon de 9 ans, Pierre Boireau, violemment déchiqueté dans la commune de Saint-Patrice. Et dans cette région qui est très boisée, où il y a plein de landes, etc., malheureusement, une attaque de loup, ça choque personne, ça passe un peu inaperçu. Et là aussi, ça aurait dû être le cas si 5 jours plus tard, il n'y avait pas eu une nouvelle attaque. On retrouve le corps en morceaux de la jeune Antoinette, 7 ans, qui a été retrouvé par sa mère dans les landes du Comte-Invoire justement. Au mois de mars de la même année, à Benay, 2 nouvelles victimes sont à déplorer, mais cette fois c'est des adultes. Les mois suivants, c'est une jeune fille de 17 ans qui tombe sous les crocs de la bête. En juin, Thomas U de Mimo... Ah ben non, mais c'est comme la station de métro, c'est Miroménil. Miroménil. Et ben voilà, lui, Thomas U de Miroménil, intendant de la province de Touraine, annonce qu'en quelques mois, il y a déjà eu plus de 70 personnes de tuées et plus de 70 personnes de blessées. C'est vraiment énorme. Il y a des témoins qui disent qu'ils ont vu la créature et au vu des détails qui sont donnés par ces personnes, la majorité des habitants se l'imaginent comme une créature diabolique. Et Monsieur de Miroménil organise alors des battues, lui aussi, qui s'avèrent ce coup-ci inefficaces. Et à la fin du mois de novembre de 1693, c'est un total de 160 habitants supplémentaires que s'offre la bête à Benay directement et aux alentours. Ça commence à faire beaucoup. Sans surprise, les habitants ne vont plus du tout dans le bois, ils ont peur d'être le prochain déjeuner de la créature et il y a les processions qui se multiplient, les prières pour espérer que la créature diabolique disparaisse et c'est ce qui va arriver. Au mois d'août 1694, les meurtres s'arrêtent aussi rapidement qu'ils ont commencé. Il y a le curé de Varennes qui annonce que 250 personnes ont péri sous les coups, les crocs, les morsures, les griffures de la bête en moins d'1 an et demi. Et personne a aujourd'hui le fin mot de l'histoire et peut définitivement dire qui était le ou les auteurs de tous ces meurtres. Est-ce que c'était vraiment une bête ou pas? On ne sait pas. Et du coup, on ne saura jamais, a priori. Troisième bête, 1731, sud d'Auxerre, près du bois de Trucy-Saint-Yonne. Il y a un jeune garçon de 12 ans qui travaille avec sa mère. Soudain, il y a un animal qui apparaît, qui se dit « Tiens, je vais dévorer ce jeune garçon ». La mère arrive à extirper des crocs de la bestiole, son fils, et il court un peu au village, enfin son fils il court pas tellement, pour expliquer ce qui s'est passé.
Donc la maman porte son gamin, court vers le village pour essayer de le sauver, mais malheureusement le garçon décède sur le chemin. Il s'agit de la première victime de la bête de Trucy ou la bête de l'Auxerrois. Suite à cette attaque, il y en a encore plein d'autres. Au point que cette affaire-là, elle arrive jusqu'aux oreilles du roi Louis XV qui va aller jusqu'à offrir une prime aux courageux qui arriveraient à tuer cette bête-là. Donc on prend l'affaire genre hyper au sérieux. Bon, toujours la même solution, il y a des battues qui sont faites et dans ces battues, il y a de nombreux loups qui sont tués malgré le fait que la manière d'agir de cette bête n'a rien à voir avec la méthode de chasse d'un loup. Mais malgré tout ça, il y a toujours de jeunes enfants qui sont les principales victimes de la créature qui continuent d'être attaqués de manière régulière. Il y a même une nourrice qui s'est aventurée à essayer de retirer un enfant pareil de la gueule de la créature et dans les textes qu'on a trouvés, il est écrit qu'elle aurait récupéré que ses pieds, donc ça commence à être un petit peu chaud quand même. Ça fait 5 mois que ça dure et il y a le curé de Val-de-Mercy qui annonce qu'il y a un total de 14 morts. Fin 1734, les victimes atteignent le nombre de 28. À la même période, 2 loups sont abattus et là, les horreurs cessent direct. Mais on peut se dire aussi que c'est un hasard, c'est-à-dire que de toute manière il faisait plein d'actions, donc le moment où ça s'arrête, c'est pas certain que la dernière action qui a été menée soit celle qui a mis fin. Ça peut être aussi une espèce de biais de causalité. En tout cas, les habitants des villages tentent de justifier les meurtres en accusant quoi qu'il arrive les loups. T'en as d'autres qui parlent de loups-garous, d'autres encore qui parlent de démons. Là aussi, l'affaire est pas tranchée. La bête du Gévaudan. Alors elle a fait la une de tous les magazines et les espèces de gazettes qu'il y avait à cette époque. C'est la star des grosses bestioles en France. On lui a même consacré plusieurs films et elle a causé la mort d'une centaine de personnes, ce qui reste en dessous de la bête de Béné par contre. Celle-ci, je vais vous la faire courte parce qu'elle mériterait à elle seule un dossier de 5 pages dans un magazine tellement elle est passionnante. Et ça tombe bien Michel, c'est exactement ce qu'on a fait dans le prochain numéro de Curious. C'est l'histoire passionnante d'une créature qui va mobiliser les forces royales, qui va alimenter les rumeurs, les croyances. La presse va publier des centaines d'articles sur le sujet en quelques mois et même les autres pays vont en parler et en même temps se moquer des Français qui n'arrivent pas à gérer ça. Il y a l'église qui ira jusqu'à faire une annonce officielle dans laquelle elle affirme que la bête est ici pour punir des péchés. En gros, ça nourrit tous les fantasmes de l'époque. Et je vous laisserai découvrir directement ça dans le prochain numéro de Curious. Pour en savoir plus, vous avez les infos à la fin de cette vidéo. La bête du Verreau. En 1799, puisqu'on avance dans le temps, aux environs du village de Paliès, qui est pas loin de Gévaudan et du viaduc de Millau, qui n'existait pas à l'époque, Loïc. Hein, le viaduc de Millau. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas été construit. D'accord. Okay. Il y a des enfants qui jouent à côté d'un arbre, ils aperçoivent un animal et ils vont le décrire comme étant plus mince qu'un loup, à la tête et au museau d'une sorte de gros lévrier et qui a une incroyable agilité. Les enfants se réfugient dans l'arbre, mais la bête est assez rapide pour prendre l'un d'eux, Pierre-Jean, qui est alors âgé de 6 ans. Des hommes qui travaillaient pas loin sur un chantier ou je sais pas quoi rattrapent la créature parce qu'ils entendent avec le bruit, etc. Et à force de la courser, de lui faire peur et tout, ils l'obligent à lâcher son butin, donc le jeune garçon. Mais il est en très mauvais état et ils arriveront à rien faire, il a les boyaux à l'air, c'est trop tard. La bête apparaît dans les villages en pleine journée, ce qui est différent des autres bestioles qui attaquent souvent la nuit ou qui attaquent en forêt, loin de l'activité humaine. Là, elle se montre hyper visible. Elle s'attaque surtout aux jeunes enfants, elle prend d'abord le foie pour ensuite s'attaquer aux membres et 15 jours plus tard, la bête s'attaque à un autre enfant. Le frère de l'enfant effrayé par la bête qui s'est redressé devant lui va chercher de l'aide à Verreau, mais il est trop tard et son frère est retrouvé mort. Peu de temps après, c'est une jeune fille qui se fait attaquer. On remarque donc que la bête ne s'attaque pas aux adultes et plusieurs personnes ont eu la chance entre guillemets de l'observer et disent qu'elle ressemble un peu à un chien, mais que quand ils vont pour la caresser, celle-ci détalait. Mais en gros, ça n'attaquait pas l'adulte par contre, elle les fuyait. Donc il y avait un espèce de bail de s'attaquer un peu aux proies faciles. Le curé du village de Saint-André a même juré avoir entendu son cri et dit que ça ressemble un peu au braiement d'un âne. Je veux le braiement d'un âne maintenant, Loïc. Et peut-être un que tu viens de choper sur internet maintenant. C'est vrai que ça se ressemblait. C'est assez similaire. Ouais, pas mal. Des braconniers ont tenté de la chasser, mais y en a un qui a réussi à lui tirer dessus. Il a dit qu'elle s'était roulée au sol et qu'elle était partie, qu'elle avait déguerpi à une vitesse hallucinante. Après quelques mois, la bête de Verreau a disparu d'un coup. Encore une fois, il y a l'un des habitants qui a émis l'hypothèse que c'était peut-être une hyène. Il y a le curé qui pensait que c'était aussi peut-être un lynx, et au final c'était peut-être un loup-cervier, c'est un lynx du nord de l'Europe. Bon, il y en a d'autres évidemment qui penchaient plus pour l'hypothèse du loup-garou. Mais il faut quand même se rappeler qu'à cette époque, on connaît moins toutes les espèces animalières et tous les prédateurs ou tous les charognards qui existent, et donc on pouvait aussi construire facilement une légende sur une bête qu'on n'avait jamais vue.
Gros saut dans le temps pour arriver en 1946, c'est pas loin d'aujourd'hui avec la bête du Césaillé. Depuis le mois de septembre vers Issoire, il y a une bête sanguinaire qui se nourrit de chèvres, de moutons, du bétail, etc. Y compris d'ailleurs des chiens, des taureaux, n'importe quel animal qu'elle croise, c'est pas bon. Nous sommes en Auvergne, la guerre vient juste de se terminer du coup, et la viande c'est un bien qui est très très rare. Du coup, ça pose un vrai problème et les autorités prennent ça vraiment à bras le corps. Les forces de l'ordre actuellement sont même parfois obligées de confisquer le bétail des agriculteurs pour réussir à nourrir la population. Alors il y a des écoliers qui parlent d'un gros chien, d'autres qui parlent d'un loup, on parle aussi parfois d'un tigre qui aurait d'énormes pattes, plus loin encore c'est une hypothèse de panthère dont il serait question. Il y a plein de témoignages, mais ils sont si variés que la chasse à l'ours est déclarée dans l'une des communes. C'est vraiment, on sait pas. Le plus intéressant c'est le témoignage d'un agriculteur qui dit qu'il a abattu une bête à la tête de fouine, aux oreilles pointues, à la queue très longue et au pelage de panthère. Et il y a la presse qui reçoit ce témoignage et on conclut alors qu'il pourrait s'agir d'une genette. C'est une sorte de carnassier africain que vous voyez peut-être juste ici. Parce qu'au final, il l'a pas abattu, il l'a juste blessé. Et la tension est tellement forte qu'il y a un jour, il y a deux jeunes qui sont pris de panique parce qu'il y a un animal qui s'approche d'eux alors qu'ils se baladent. Ils vont aller voir les chasseurs du coin, ils disent « Il faut absolument tuer cette grosse bête qui va nous tuer !» Ils le tuent et c'était juste leur propre chien en fait en réalité. Donc on n'est pas safe quand on est dehors. Une autre hypothèse qui est assez probable, il y a certains qui pensent qu'en fait c'est un groupe de maquisards qui sont toujours cachés et qui tuent le bétail pour simplement se nourrir. Mais l'histoire se termine finalement en 1951 lorsqu'on affirme avoir tué cette bête. Ce serait un grand loup, encore lui, et la bête de Césaillé est restée au singulier, mais son œuvre est en réalité signée d'attaques de loups pour la population de l'époque. Ce serait exactement ça qui s'est passé. Comme d'habitude, il y a d'autres hypothèses, ce serait une meute de chiens ou encore une lionne échappée d'une ménagerie qui était alors près de Limoges. Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur la relation entre l'homme et le loup. Il y a de nombreuses autres créatures qu'on évoque ailleurs dans le prochain Curious, mais pourquoi le loup, c'est l'animal qui se trouve l'un des premiers cités dans ce genre d'affaires sanguinolente. Le loup est apparu il y a environ 50 millions d'années. Il fait partie de la famille des canidés, il chasse la plupart du temps du petit gibier et c'est un animal, j'allais dire craintif, c'est pas tellement craintif, mais il se méfie et il approche pas facilement. Du coup, on pourrait s'étonner que toutes ces bêtes soient souvent comparées à un animal qui est plutôt farouche face à l'homme. Parce qu'à l'inverse, on a une relation avec le loup. Il y a même des peintures préhistoriques qui représentent des hommes qui chassent à côté des loups. On a trouvé des ossements de l'animal dans des tombeaux humains, dans des très vieux tombeaux humains. Donc la cohabitation semblait se passer correctement, jusqu'à ce qu'un jour, l'homme se dise « je vais élever des animaux pour les manger ». Et à partir de là, l'entente entre le loup et l'homme devient un peu problématique. Parce qu'en fait, l'homme, il invente une nouvelle règle. Il dit à son pote loup « ces animaux, ils sont à moi, en fait. Donc si tu les manges, tu me voles. » Et tu dois le comprendre. Mais c'est l'homme qui a imposé cette règle de posséder les choses. Et du coup, dès le début du Moyen-Âge, le loup devient synonyme de danger et de cruauté parce qu'il vole le bétail et c'est très sanglant, etc., etc. C'est le loup qui décime les troupeaux et les hommes se mettent à créer et à raconter des récits un peu fous mêlant l'homme et le loup. Et aujourd'hui encore, le loup reste représenté dans les contes et les histoires pour enfants comme l'animal féroce, sanguinolent, qui veut le mal. C'est un peu le bouc émissaire facile. Et dans l'esprit des hommes, le loup est donc celui qui vole la nourriture par le sang. Il est devenu l'ennemi numéro 1 des éleveurs de bétail qui a fini par devenir celui que nous connaissons tous comme le grand méchant loup. Donc c'est pas si anormal que ça, qu'à chaque fois qu'il y a une bête féroce qui attaque, on se dit ça doit être un loup. Je vous le disais également au début de la vidéo, le nouveau numéro de mon magazine mensuel Curious sort en décembre, c'est le numéro 9, vous êtes déjà plus de 10 000 à le recevoir tous les mois, vos 52 pages dans votre boîte aux lettres ou en version numérique. Donc merci d'avoir suivi ce projet. Si vous voulez ce magazine de curiosité et de mentalisme, l'abonnement est à partir de 1,65 € par mois, frais de port inclus, moins cher qu'un sub sur Twitch et plus intéressant qu'un Tipeee, puisque vous recevez durant 1 an 10 magazines chez vous directement. Vous pourrez lire quelques pages sur le site, c'est en description. Et bien sûr, vous pouvez vous inscrire rapidement via le lien aussi en description pour recevoir votre premier numéro de votre abonnement à partir du numéro de décembre qui traitera entre autres du dossier de 5 pages sur les bestioles. Je m'appelle toujours Fabien Licard, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, je vous mets une vidéo sur l'origine du mythe des vampires et ici une vidéo sur le trésor de la chouette d'or. Pensez aussi à me suivre sur Instagram, c'est celui-là là. Je publie plein de choses qui sont complémentaires à mes vidéos et j'espère que le prochain numéro de Curious vous plaira autant que les précédents. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!